séance des lundis numériques de l'INHA, donc en la programmation 2017-2018. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Pouillot, qui est ingénieur de recherche au CNRS et spécialiste d'humanité numérique. Donc, il est aussi directeur technique d'Humanum, la TGIR, très grande infrastructure de recherche des humanités numériques en France, et qui est donc probablement, vous en avez déjà entendu parler, donc en tout cas Humanum est une plateforme très importante dans le paysage des humanités numériques en France en termes de mise à disposition de savoir-faire, de recommandations et d'outils. Voilà. Et Stéphane Pouillot a, parmi ses réalisations, qui sont plutôt nombreuses, initié notamment la plateforme Média, qui est une archive ouverte du CNRS pour les photographies et les images scientifiques, et qui a été conçue sur le même modèle que ASHS, l'archive ouverte nationale. Il a aussi été le chef de projet en charge avec Jean-Luc Minet de la réalisation de la plateforme de recherche ISIDA, qui a pour objectif de faciliter l'accès aux données produites par les organismes de recherche et d'enseignement supérieur, et qui indexe et valorise l'édition électronique, les bases de données documentaires, les fonds numérisés de bibliothèques de recherche, carnets de recherche et les annonces d'événements scientifiques. Donc il nous a semblé important de demander à Stéphane Pouillot de venir nous donner en fait l'état de l'offre actualisée de cette plateforme Humanum. Et depuis en fait la dernière fois où moi j'ai assisté à une présentation de cette plateforme, il y a à peu près un an, je sais qu'il y a énormément d'autres projets qui sont en cours de développement actuellement, et donc c'est ce qu'on va entendre maintenant. Donc comme d'habitude, une précision, cette séance va se dérouler en deux parties, avec 45 minutes à peu près de présentation, et ensuite suivi de 20-30 minutes de questions-réponses. Voilà, je laisse la parole à Stéphane. Ok, merci. Alors je vais balayer un peu l'offre de service de l'infrastructure Humanum. Alors j'ai pris un angle un peu de présentation. Je vais un peu définir ou redéfinir ce que c'est qu'Humanum, parce que bon, peut-être que tout le monde ne connaît pas déjà. Et puis c'est une infrastructure qui évolue en fait dans le temps. Alors souvent des gens qui ont assisté à des présentations il y a quelques années, ça leur permet de voir un petit peu vers où on est en train de faire évoluer l'infrastructure. Je vais prendre quelques exemples d'utilisation pour illustrer un peu ce que des enseignants-chercheurs font en fait. Qu'est-ce qu'ils réalisent avec l'infrastructure Humanum, qu'est-ce que ça leur permet de faire en fait, tout simplement. Alors ça sera quelques exemples parmi de très nombreux projets qui viennent travailler avec nous. Alors ce sont des exemples un peu types, au sens où il y a à la fois des exemples venant d'équipes qui ont l'habitude de travailler avec des objets numériques et qui ont des équipes assez charpentées là-dessus. Et puis il y a aussi des exemples pris dans des programmes de recherche finalement où il n'y a pas beaucoup de monde dedans, où il y a 3-4 chercheurs qui travaillent ensemble, 1 ou 2 doctorants, et qui n'ont pas forcément, c'est pas forcément des projets dans lesquels vous avez des ingénieurs, des développeurs, des documentalistes, des archivistes, qui les aident à traiter leur documentation. Donc, ce sera quelques exemples d'utilisation. Et puis, on balayera en fait les différents services de l'infrastructure en répondant donc à cette question, comment participer, comment vous pouvez vous emparer des services que l'on met à disposition. Et puis, au passage, j'expliquerai donc, comme tu l'as dit en introduction, un peu pas les nouveautés, mais les directions dans lesquelles on travaille et qui vont amender donc du coup les services dans les mois et dans les années futures. Alors, si je dois introduire en fait Humanum, en fait l'objet sur lequel on va travailler, ce sont les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire on va s'intéresser à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales.
Et on va s'intéresser aussi à la façon dont elles se sont emparées du numérique, à la fois des outils, à la fois des méthodes, à la fois quel type de programme de recherche elles ont développé avec le numérique. Et on va regarder un petit peu quelles sont les différentes évolutions de ces communautés-là, dans leur rapport au numérique, dans leur rapport aux objets, en fait, que ce soit les archives, les corpus, les reportages, les collections qui sont devenues numériques. On va regarder un petit peu comment les communautés se sont emparées de ça, fonctionnent, ont mis en place des dispositifs à la fois de numérisation, mais aussi de mise à disposition des données. Et donc, on va essayer de voir, en gardant les spécificités des disciplines, de voir un petit peu comment ça évolue et de proposer donc un écosystème autour de cette question du numérique dans les sciences humaines et sociales. Donc, à ce titre-là, en fait, on va s'intéresser à tous les objets que manipulent les enseignants-chercheurs et les personnels qui travaillent dans le secteur des humanités numériques, mais aussi des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire tout ce qui va être corpus de données, les fonds d'archives, les enquêtes, les collections de documents. Tous ces matériaux qui sont au cœur des pratiques de recherche vont nous intéresser en matière d'informatisation, en matière de traitement de l'information, en matière de diffusion et de partage de ces objets-là. On le sait, le numérique change beaucoup de choses en matière de diffusion, en matière de réutilisation de ces données-là. Et donc tous ces objets, là je n'ai mis que quelques-uns, en fait vont nous interroger et on va essayer d'accompagner les communautés de recherche sur la numérisation, mais l'informatisation, on pourrait dire, de ces objets-là. Avec derrière plusieurs enjeux, là j'en prends quelques-uns. Vous verrez qu'au fil de ma présentation, il y en a peut-être d'autres qui vont se rajouter, en particulier sur les aspects de cycle de vie de la donnée. Alors, quelques enjeux autour des questions qui sont au cœur de la définition de l'infrastructure, c'est que le numérique, en fait, change un petit peu le travail collectif, la façon dont on travaille autour des données numériques. Quand un chercheur, aujourd'hui, a accès à des centaines de milliers de documents numériques, soit au travers de bases de données, soit au travers directement du web, ça change un petit peu la façon dont il va organiser son programme de recherche et ça va évidemment interroger sa méthode de travail. Il faut bien voir aujourd'hui qu'on est à une charnière dans les sciences humaines et sociales. C'est que souvent on a des collègues, des équipes de recherche qui utilisent des méthodes de travail qui ont été, on va dire, façonnées, définies dans un monde qui n'était pas aussi numérique que celui dans lequel on vit. Et donc, évidemment, ces pratiques-là, ces méthodes-là, on va devoir les réinterroger quand on va embrasser des corpus de plus en plus larges, des corpus avec des données qui vont être structurées de façon différente, etc. Donc ça va remettre, en fait, au cœur du programme de recherche, ça va redéfinir, en fait, la façon dont on va travailler. Beaucoup de collègues sont confrontés, par exemple, sur cette question du travail collectif autour des données, à la question du partage de l'information à l'intérieur d'un programme de recherche. Comment je vais partager de l'information à l'intérieur, avec mes collègues, à l'intérieur de mon programme de recherche, qu'est-ce que je vais ouvrir à mes doctorants, qu'est-ce que je ne vais pas ouvrir à mes doctorants, etc. Ce sont des questions, en fait, auxquelles on répondait avec des méthodes assez traditionnelles avant, et sur lesquelles maintenant il faut qu'on travaille un tout petit peu différemment, parce que on va avoir de plus en plus de collègues autour de la table, on va susciter des collaborations à l'étranger. Il faut que des collègues qui sont dans des pays à l'étranger puissent accéder aux données, etc. Donc ça pose des questions de travail collectif et ça pose évidemment derrière des questions de visualisation de la donnée, d'accès, de garantie, etc. Alors, du coup, ça entraîne un peu des tensions entre des pratiques historiques, des pratiques qui ont mis plusieurs siècles, j'ai presque envie de dire, à se mettre en place, à se stabiliser. On le voit autour, par exemple, de l'édition électronique. La chaîne du livre, par exemple, c'est des choses extrêmement bien codifiées. Il y a des métiers, il
y a des dispositifs qui sont particulièrement bien rodés aujourd'hui. Et évidemment, on a la grande tentation de faire avec un site web la même chose que l'on fait avec un livre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne s'occupe plus du site web. On se dit, tiens, il y aura peut-être des gens qui vont en garantir l'accessibilité. Non, ça ne se passe pas complètement comme ça avec le numérique. Il faut réinventer des choses pour que ça fonctionne. Donc, il y a un petit peu des tensions qui apparaissent. Et puis, elles apparaissent aussi parce que, en termes d'évaluation des carrières des uns et des autres, les choses ne se font pas de la même façon. On a encore des systèmes d'évaluation qui sont très ancrés autour de la monographie, par exemple, autour des publications, de la production de publications. Et on n'a pas trop d'évaluation encore sur la production de données et sur la production de qualité à l'intérieur de la production de données. On a beaucoup de collègues qui arrivent à Humanum avec de très grands volumes de données, mais assez peu structurés. Et évidemment, ça va prendre du temps, ça va leur prendre du temps pour bien structurer ces données, pour les normaliser, pour les enchasser en fait dans un écosystème dans lequel ces données pourront être utilisées, traitées, déjà pour soi-même, j'ai envie de dire, et puis ensuite pour les partager avec des collègues. Donc il y a en tâche de fond, comme on dit, il y a cette tension entre les pratiques historiques et les pratiques du numérique. Alors il y a un enjeu qui est la stabilité de l'accès aux données, et ça, c'est la difficulté de stabiliser les outils. Ça, c'est quelque chose sur lequel le secteur des humanités numériques réfléchit et travaille beaucoup. Mais il y a un véritable enjeu autour de garantir, mettre en place des dispositifs pour garantir la stabilité de l'accès à la donnée. Alors, il ne s'agit pas uniquement de questions techniques. J'ai presque envie de dire que les questions techniques sur ces aspects-là sont plutôt derrière nous. Il y a plutôt des dispositifs qui existent, qui sont rodés, qui sont éprouvés aujourd'hui, sur lesquels on a des points de reprise, etc. Donc les enjeux sur ce point-là ne sont pas techniques du tout. Ils sont beaucoup plus organisationnels. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie collectivement de construire pour garantir l'accès à la donnée numérique quand on la met dans des bases de données, dans des silos de données, dans des infrastructures comme Humanum, ou dans des infrastructures de taille plus importante, comme des bibliothèques numériques et des choses comme ça. Il y a un enjeu autour de la stabilité de la donnée, et il y a aussi un enjeu donc sur la stabilisation des outils. Aujourd'hui, on a des outils de traitement qui ont une durée de vie assez courte et qui nécessitent souvent, en termes de production de l'outil, un effort assez considérable. Je pense à des collègues qui ont des programmes ANR et qui vont, au bout de 2-3 ans, produire un outil. C'est un effort souvent considérable pour les équipes de produire l'outil de traitement qui va permettre de visualiser, qui va permettre de traiter la donnée. Et ce n'est pas forcément évident pour toutes les équipes d'accepter le fait que dans 5 ans, technologiquement, cet outil, il faudra le reproduire, il faudra le recréer, parce que les technologies auront changé, elles auront évolué. Et donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à séparer les aspects de traitement de l'information, les algorithmes, évidemment, mais aussi les frameworks de développement, des choses comme ça. Il faut anticiper ces ruptures de charge que le numérique induit. Alors, je vous rassure sur ce dernier point, la stabilité des outils, la stabilité de l'accès aux données. Il y a des solutions à la fois techniques et surtout donc organisationnelles qui se mettent en place aujourd'hui, sur lesquelles la France est plutôt pas mal positionnée. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Et donc, c'est pas un travail qui est tellement devant nous. C'est un travail qu'on est en train de faire avec l'ensemble des communautés des sciences humaines, des lettres et sciences humaines et sociales. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça va plutôt mieux aujourd'hui qu'il y a 5-10 ans. Voilà. Moi, je trempe dans le domaine dans ce secteur-là depuis une quinzaine d'années. On part de très très loin. Et aujourd'hui, ça va un tout petit peu mieux. On commence à avoir vraiment des bonnes pratiques qui se mettent en place et quasiment des automatismes dans certaines disciplines qui font qu'on a des programmes de recherche très très ambitieux qui arrivent à Humanum et qui arrivent avec des documentations numériques très importantes,
des volumes de données assez importants, de plusieurs téraoctets de données, avec des chaînes de production, parce que c'est souvent des données qui vont en fait grossir au fil de l'eau et qui vont être traitées au fil de l'eau. Ce qu'on appelle les corpus infinis, donc des corpus qui vont s'alimenter au fur et à mesure que le temps passe. Et donc on a des projets, aujourd'hui, il y a des programmes de recherche en sciences humaines et sociales très ambitieux et qui arrivent en fait à monter en capacité, passer à l'échelle, y compris à l'échelle internationale. C'est des choses qu'on ne voyait pas il y a une petite dizaine d'années, au moins dans les secteurs numériques. Alors, pour décrire rapidement Humanum, en fait, le cœur de notre dispositif s'intéresse au stockage, au traitement, au partage, à la diffusion et à la préservation des données numériques. Au titre du stockage, en fait, on va collaborer avec différentes institutions, à la fois des bibliothèques, des centres d'archives, mais aussi des collègues sur le terrain qui font des enquêtes, et puis en sciences humaines, ce qu'on appelle des terrains, c'est-à-dire que ce soit en ethno, en archéo, ça va être des chercheurs qui vont arriver avec des matériaux, et ces matériaux aujourd'hui sont la plupart du temps numériques. En tout cas, quand ils arrivent à Humanum, ils sont numériques. Ça va être des relevés 3D, des vidéos, des enregistrements sonores, des photos, des données complexes, des données radar par exemple, on en a de plus en plus en archéologie, en anthropologie, des échographies, quand on est aux frontières entre les sciences humaines et la médecine par exemple, des choses comme ça. Donc on a des matériaux qui arrivent et qu'il faut stocker, qu'il faut organiser. Tout ce qui est la partie traitement, en fait, va avoir comme en contrepoint tout ce qui va être la diffusion, en fait, dans des séminaires, dans des publications, c'est-à-dire la recherche en train de se faire va venir amender, en fait, les processus de traitement qu'on va pouvoir offrir aux équipes de recherche. Tout ce qui est le partage, la diffusion, en fait, va avoir un écho dans ce qu'on va pouvoir diffuser sous la forme de sites web, de bases de données, de bibliothèques numériques, et donc interagir avec là aussi des bibliothèques, des archives, des choses comme ça. Et puis la préservation avec évidemment tout le secteur de l'archivage numérique aujourd'hui, qui en France est en plein boom. Donc autour de ce noyau, en fait, on va dire, de fonctions, de stockage, traitement, partage, préservation, on va décliner un ensemble de services. Et ces services-là, en fait, vont répondre à des besoins différents, à des communautés différentes, et on va essayer de les construire avec l'aide des communautés pour qu'ils aient une interopérabilité entre eux. L'idée que l'on soutient à Humanum, c'est que il ne faut pas avoir un outil unique de stockage, des outils assemblés pour faire du traitement, des outils, un seul outil de diffusion et un seul outil de préservation, parce que les pratiques des communautés sont différentes. Les archéologues ne travaillent pas pareil que les ethnologues, que les anthropologues, que les gens qui font de la philo et puis les collègues qui font de l'histoire, par exemple. Et donc, il faut mettre en face de ces besoins-là des services qui sont un peu différents, mais qui sont tous interconnectés entre eux. C'est-à-dire qu'on puisse passer de l'un à l'autre le plus facilement possible, avec des points de reprise à chaque fois, et des passerelles entre les dispositifs pour que une équipe de recherche puisse démarrer un programme dans un outil et ensuite se saisir à la fois de l'outil, y mettre ses données à l'intérieur et de faire évoluer cet ensemble-là vers une chaîne de production des savoirs derrière. Donc il y a un enjeu très très fort dans la production de nos services à écouter les communautés, en déduire et en comprendre les besoins, et ensuite, en prenant ces besoins-là, de voir comment dans des outils, quel type de technologie on peut mettre en place pour répondre aux besoins. Le cœur, je vais y revenir, le cœur d'Humanum, en fait, ça va être avant tout d'écouter les communautés, de voir comment elles travaillent et d'instancier ça dans des outils.
Et je le redirai tout à l'heure, mais il y a un aspect très important dans la petite gamme d'outils que vous voyez là, c'est que ça peut perturber certains collègues quand ils viennent nous voir à Humanum pour demander des services. Une des premières choses dans certains cas que l'on demande, c'est racontez-nous votre programme de recherche. Les collègues arrivent souvent en disant j'ai besoin d'espace pour stocker, j'ai besoin d'un site web, j'ai besoin... Non, attendez, racontez-nous votre programme de recherche, parce que suivant ce que vous allez nous dire, on va pouvoir vous orienter soit vers des communautés de pratique dans le numérique, soit vers des outils, soit vers des méthodologies. Et ça, c'est très important d'avoir ce travail-là d'accompagnement des programmes de recherche. Parce que nous, ça nous sert à construire des services qui collent en fait derrière aux usages et aux pratiques des collègues des lettres et sciences humaines. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'Humanum ? Il y a un besoin d'infrastructure très important et qui définit Humanum, c'est que en tant que chercheur, tous les chercheurs sont des producteurs de données, ils ont besoin de normaliser leurs données. Ils ont besoin de les mettre à disposition pour eux-mêmes, dans leur groupe de travail, et puis après, à l'extérieur. Ils ont besoin de nourrir des publications avec de la donnée et des documents. Et puis ils ont besoin de faire des partages avec soit des communautés à l'extérieur, soit des communautés à l'intérieur. En tant que chercheurs, on est tous utilisateurs aussi. Hein. On a cet aspect de vouloir réutiliser les données des collègues, de pouvoir les réinterroger, même des données anciennes, hein, de les repasser au tamis de processus scientifiques. On a besoin d'accès unifié aussi. Hein. On a besoin en une requête presque, ou en quelques requêtes, j'ai envie de dire, pouvoir avoir une biblio ou un départ de biblio qui sort sur une question qu'on a envie d'explorer. Et puis tout ça, ça nous amène à des processus un peu de sérendipité, parce que des fois, quand on se balade comme ça dans des sites web, on dit tiens, ça, j'avais pas pensé, c'est intéressant, cet auteur-là, je le connais pas. Tiens, il y a un groupe de travail qui travaille sur ça, c'est intéressant. Je pensais pas chercher ça, mais finalement, ça peut être intéressant. Donc, il y a ces deux aspects. Et entre ces deux fonctions, entre le chercheur producteur et le chercheur utilisateur, il y a la problématique des infrastructures pour amener de la stabilité, pour amener de l'entretien sur la donnée, pour amener des enrichissements sémantiques quand il en faut, pour interconnecter des bases de données et pour rendre pérennes les différents dispositifs de stockage. Donc c'est sur ce secteur central qu'Humanum intervient, hein, je dis ça pour positionner Humanum dans la façon dont la plupart des programmes de recherche fonctionnent. Donc au centre en fait, de notre préoccupation, il va y avoir le programme de recherche, plutôt le programme de recherche collectif. Hein, on cherche à Humanum à agréger des communautés. On s'intéresse beaucoup plus au programme de recherche collectif. Alors, il y a des collègues qui viennent nous voir avec un projet de recherche plutôt individuel. C'est assez rare, je dois avouer. Et on encourage en tout cas, nous, les collègues, à arriver avec un programme de recherche collectif, soit dans un labo, soit dans une ANR, soit dans un programme européen, etc. Mais en tout cas, ciblé sur un programme à plusieurs, hein, avec plusieurs personnes à l'intérieur, sans que ce soit une obligation. On va ensuite donc entourer ce programme de recherche d'une communauté, je vais les présenter, de communautés de chercheurs qui travaillent soit dans les mêmes disciplines, soit sur les mêmes objets numériques et qui vont pouvoir aider le programme de recherche en matière de normalisation, de standardisation, d'appropriation des dispositifs de traitement de la donnée. Ensuite, on va entourer ce programme et ces communautés d'un dispositif d'outils de services que je vais présenter. Et ensuite, notre travail, mais là c'est plus le travail de l'équipe Humanum, on fait résonner ça à l'international en plaçant Humanum dans, on va dire, le réseau des infrastructures internationales. J'en dirai un mot aussi, rapide. Ça, c'est très très important parce que ça positionne Humanum dans les grands dispositifs internationaux de stockage, traitement, accès, préservation de la donnée. Et à ce titre-là, par exemple au niveau européen, Humanum et Open Edition, nos collègues d'Open Edition qui s'occupent plutôt d'édition électronique avec revue.org,
hypothèses, etc. Nous sommes les deux infrastructures, j'ai envie de dire, nous sur la donnée, eux sur la publication, qui sont en train de monter au niveau européen. Et la plupart des services d'Humanum, comme la plupart des services de Open Edition, en fait, sont en train d'être déployés dans d'autres pays. Donc, pour Humanum, on se déploie beaucoup en ce moment en Italie et en Allemagne. On a des collaborations bilatérales. Et puis, on se déploie aussi à l'international. J'en dirai un mot, en particulier en Amérique du Sud. Donc, ce qui est important de bien mesurer, c'est qu'Humanum, c'est pour et par les communautés SHS. Et puis, c'est un environnement pour faire de la recherche. Enfin, vous pouvez le voir comme un environnement pour pouvoir travailler avec des objets numériques. Donc, je l'ai dit là, il y a 2 minutes. Au niveau international, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a 2 cadres. Il y a le cadre européen et puis le reste du monde. Mais en tout cas, au niveau du cadre européen, on travaille avec 3 grands dispositifs qui sont des réseaux d'infrastructures européennes, Daria, Opera et Clarine. Ces 3 grandes, donc Daria et Clarine sont 2 infrastructures existantes. Opera est une infrastructure qui est en train d'être préparée, qui n'est pas encore opérationnelle et qui arrivera dans quelques années. Et dans ces 3 dispositifs-là, les services d'Humanum et les communautés d'Humanum sont très actives. Par exemple, on a un consortium qui travaille pour structurer la participation de la France dans Clarine. Dans Daria, il y a des working groups, il y a des groupes de travail dans lesquels plusieurs des consortiums d'Humanum et des communautés qui travaillent avec nous, on les invite à rejoindre ces groupes de travail qui travaillent sur des aspects de normalisation, etc. Et on participe dessous à des programmes financés par Horizon 2020, comme AS et Parthénos, qui là sont des programmes plus petits, qui sont pour réaliser des guides de bonne pratique, des outils, des dispositifs pan-européens de gestion et de traitement des données. Donc ça, c'est au niveau européen. Humanum, comme Open Edition d'ailleurs, que ce soit dans Daria, dans Opera et dans Clarine, amène des services. Le cœur de l'infrastructure, enfin du réseau d'infrastructure Opera, qui verra le jour, si tout va bien, en 2020. C'est 2 des services actuellement d'Humanum qu'on est en train de passer à l'échelle européenne. Alors, au niveau international, on est là moins dans la fourniture de services à des collègues internationaux du monde entier. On est plutôt dans la participation à des groupes de travail autour des questions de normalisation des infrastructures, autour des dispositifs d'accès à la donnée, de licences logicielles, de licences autour de la réutilisation de la donnée. C'est les travaux qu'on mène à la fois dans ce qu'on appelle la Research Data Alliance, la RDA, et puis dans une initiative sur laquelle la France vient d'adhérer, qui s'appelle GoFair, et qui donc c'est un dispositif autour des questions de science ouverte, ce qu'on appelle la science ouverte, la mise à disposition des données de la recherche, sur lequel on est assez actif pour faire en sorte que les communautés françaises soient représentées dans ces instances internationales. Alors ça, c'est très important parce que ça a des dimensions de lobby. Être présent dans ces dispositifs-là, c'est majeur parce qu'en fait, c'est là que va se définir des normalisations, des choses comme ça. Donc il y a un enjeu très très fort de représenter les communautés françaises dans ces dispositifs-là. Et puis ensuite, on a des relations un peu plus bilatérales, comme avec le CONICET en Argentine, avec lequel on a commencé à initier un partenariat pour échanger des outils, donc des outils qui sont très très intéressants en matière de stockage. Certains de nos outils les intéressent aussi, donc on est en train de réfléchir avec eux à monter une plateforme un peu commune autour du partage des services. Et puis on est un peu plus engagé avec le Canada et ce qu'on appelle la cyberinfrastructure ouverte pour les SHS, la co-SHS, qui est un gros dispositif canadien dont le siège est à Montréal. Et là, on est plus avancé puisqu'ils vont commencer à utiliser les services d'Humanum. Enfin, ils sont déjà en train de commencer à utiliser les services d'Humanum. Alors, donc, pour continuer à présenter, donc Humanum, c'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, on est financé dans ce cadre-là. Et on est porté par trois organismes, le CNRS, Aix-Marseille Université, pour faire le lien avec
l'ensemble des universités en France. Et puis le campus Condorcet, dans lequel on va être implanté dans quelques années, enfin dans quelques mois maintenant, et qui va fonctionner un peu comme notre laboratoire d'usage, parce qu'on va avoir une concentration importante de chercheurs dont la plupart déjà utilisent d'ailleurs les services du MANUM. Donc en termes d'organisation interne, on a un comité de pilotage qui vote le budget, etc., qui prend les décisions, et puis un conseil scientifique de 12 membres qui nous aide à évaluer les productions que l'on fait, à nous donner les grandes orientations. Donc on est une infrastructure au sens budget physique du terme. On est sur Paris et Villeurbanne. Alors Villeurbanne, à côté de Lyon, pourquoi ? Parce que notre centre d'hébergement de données, qui est un dispositif de stockage en propre, que nous gérons nous-mêmes, est installé dans le centre de calcul de l'IN2P3. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant qu'on est partenaire avec le centre de calcul. On a 2 personnels humanum qui sont à demeure dans le centre de calcul, et ça c'est très important parce qu'on est allé chercher la compétence en matière de centre de data center qu'on n'avait pas forcément en sciences humaines et sociales. On est allé la chercher là où il y avait des gens qui savaient le faire depuis plusieurs décennies, et donc maintenant on est installé dans leurs murs et on a 2 bureaux au centre de calcul. Donc on a un budget de 2,3 millions en consolidé par an, et le noyau dur du MANUM c'est entre 12 et 15 personnes. Alors, donc en résumé, il y a 2 aspects. Il y a des aspects de communauté avec les consortiums, et puis des aspects de service sur lesquels je vais revenir. Alors, quelques exemples maintenant d'utilisation. Un peu dans le contexte des données, je ne passe pas sur des aspects trop de calcul scientifique, etc. Là, je reste accroché sur la question des données. Alors là, par exemple, un des grosses équipes avec lesquelles nous travaillons, c'est les archives scientifiques du centre franco-égyptien des temples de Karnak en Égypte, qui avait une documentation très importante, une documentation photographique très importante, et qui avait besoin de refaire complètement son système d'information. Et la préoccupation numéro 1 qu'ils avaient, que les collègues de Karnak avaient, c'était, au-delà de construire des interfaces de consultation, c'est de pouvoir mettre en sécurité de la donnée, tout en délivrant de la donnée de très très bonne qualité, c'est-à-dire en très haute définition. Ils avaient cette double problématique on veut mettre à disposition notre documentation iconographique en très haute définition. On ne peut pas le faire à Karnak, on ne peut pas héberger ça à Karnak. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur des très très grands volumes de données, plus de 25 000 corpus de données. Donc, c'est une collaboration qui s'est initiée il y a plusieurs années maintenant. Ils ont stocké chez nous les images en haute définition dans un des services du MANUM, et ensuite ils ont construit au-dessus un système d'information qui est composé de plusieurs briques, j'ai envie de dire, fonctionnelles. Et l'une de ces briques, c'est ce site web qui permet de visualiser, de rechercher dans l'information iconographique et de visualiser les documents. Ce qu'amène MANUM à cette équipe-là, c'est à la fois le dispositif de stockage de l'information, mais aussi la capacité de ce dispositif à pouvoir héberger des très grands volumes de données avec des images qui font 60 gigas chacune, par exemple, sans avoir de problème, on va dire, d'hébergement en local, ni de perte d'informations. Donc il y avait cet enjeu derrière. Donc un autre exemple, plateforme toujours en archéologie. Archéologie, c'est une plateforme de ce qu'on appelle de redocumentarisation des bases de données archéologiques. Donc là, l'idée des collègues de la Maison des sciences de l'homme de Strasbourg, c'était de créer un système d'information géographique dans lequel les chercheurs, qui ont des vieilles bases de données, souvent, les chercheurs en archéologie ont des multiples bases de données dans leur disque dur, de pouvoir sortir les bases de données de leur disque dur et d'avoir un espace dans lequel republier les données, pour pouvoir retraiter les données, tout en ayant un dispositif contrôlé, c'est-à-dire où les chercheurs peuvent définir le parcours que la donnée va avoir, quand c'est qu'elle va être ouverte, etc. Et donc c'est une plateforme, en fait, qui a démarré dans une maison des sciences de l'homme, et puis au bout d'un moment, ils avaient un problème à la fois de place, et c'est une plateforme qui fait des traitements sur la donnée, où les chercheurs vont pouvoir traiter la donnée pour réassembler des bouts de base de données, aligner des tableurs Excel pour faire concorder les espaces géographiques et les données archéologiques. Et donc il y a une problématique de calcul assez importante. Et ce qu'a amené Humanum dans ce projet-là, c'est la possibilité d'avoir accès à des moyens de calcul, de traitement de la donnée, du stockage en plus grande capacité,
Et également la haute disponibilité, parce que la problématique de cette plateforme-là, c'est qu'elle était hébergée dans une université, dans une salle machine de l'université qui n'était pas forcément complètement opérationnelle. Il y avait des pannes électriques, des choses comme ça. Et donc ce qu'on a amené là, nous, c'est ce qu'on appelle la haute disponibilité, le fait que c'est pris en charge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Autre exemple, ça on change, on quitte le monde de l'archéologie, de l'histoire, et on va vers le monde de l'ethno et de l'anthropo, où là c'est une plateforme, on a aidé des collègues à créer une plateforme d'annotation sémantique pour permettre aux chercheurs de transcrire des carnets de terrain pour générer de la documentation scientifique qui sera réutilisée dans des programmes de recherche. C'est l'objet de cette plateforme qui s'appelle Transcrire et qui est copilotée à la fois par des laboratoires et puis par un des consortiums de l'infrastructure. Et puis, si je continue, là c'est un autre exemple, c'est une collègue qui a créé un corpus, en fait, un corpus documentaire sur les brigades internationales et qui voulait le valoriser. Alors elle l'a valorisé de plein de façons, elle a fait une expo, des choses comme ça, des choses assez classiques. Mais elle l'a valorisé aussi en se préoccupant de la sauvegarde des images en haute définition qu'elle avait collectées autour de ce corpus. Et elle est venue héberger et profiter des différents services du MANUM pour démarrer son programme. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle a démarré toute seule. C'est une collègue qui n'avait pas un informaticien, qui n'était pas dans une équipe en fait, avec des moyens humains pour fabriquer tout ça. Elle a démarré avec un des services du MANUM un peu toute seule, puis maintenant ça c'est un peu, le projet s'est un peu étoffé, elle a eu des crédits et donc elle a pu faire intervenir un prestataire avec qui elle a travaillé en collaboration avec nous pour faire en sorte que son projet soit montrable et soit plutôt sympathique. Alors un autre exemple qui est d'ici, je crois. Donc là, c'est pareil, c'est la valorisation d'un fond photographique. Et donc, Antonio pourrait en parler. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des choses un peu progressives. On a démarré avec un petit service qui s'appelle Nakalona chez nous. Et puis là, maintenant, ils sont en train de devenir autonomes. Ils n'ont plus quasiment besoin des services du MANUM. Ils sont encore hébergés chez nous, mais ils sont très très autonomes. Voilà. Et puis un autre exemple un peu dans la même idée, ça c'est le CRH qui a une base de données en ligne avec un peu des choses en histoire et en archéologie et en histoire de l'art très intéressantes. Et alors là aussi, c'est ce qu'a amené Humanum dans ce dispositif-là, c'était piloté par un programme de recherche ANR. Et ce qui était intéressant dans ce cadre-là, c'est que les collègues ne savaient pas trop comment démarrer le volet numérique de leur programme de recherche. Donc on les a un peu accompagnés au début pour préparer avec eux le travail qu'a donné, dont le résultat est cette base de données, ce corpus en ligne de chapiteaux romans. Voilà. Là, j'ai balayé très rapidement quelques exemples pour vous montrer un peu ce qu'Humanum peut amener à des communautés de recherche. Alors, il y a eu des gens qui ont démarré, des gens qui avaient beaucoup de données, des gens qui ne savaient pas trop comment s'organiser. Et donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment participer, comment utiliser à la fois les communautés, comment y participer, et puis comment utiliser les services. Donc Humanum, en fait, il y a une partie d'Humanum, c'est ce qu'on appelle les consortiums. Donc c'est la partie des communautés d'Humanum. Les consortiums, ce sont des dispositifs qui ont pour mission, au sein de l'infrastructure, de faire des formations, d'amener de l'expertise sur les secteurs de la donnée numérique en sciences humaines et sociales. Ils sont là aussi pour créer des outils. Alors, ils font de la création de services au travers d'outils. Ça dépend du niveau dans lequel ils se placent. Et puis, ils éditent des guides de bonnes pratiques sur différents sujets. Alors, ça va être par exemple, un guide de bonne pratique là, qui est en cours sur les questions d'éthique en sciences humaines et sociales. Il y a eu des guides et des productions autour des aspects juridiques. Il y a des guides sur les aspects très techniques de comment analyser des corpus audio ou des corpus oraux quand on est en linguistique ou en sociologie, des choses comme ça, des choses assez pointues. Donc ça, c'est le rôle de ces communautés-là, qui sont actuellement au nombre de 7. Il y a 7 groupes, 7 consortiums qui travaillent. Là, vous avez à peu près la cartographie complète. Il en manque un qui
qui n'est pas encore, qui est en train d'arriver, qui est en train de se constituer, qui sera opérationnel avant la fin d'année sur les données de type système d'information géographique et historique, hein, un peu consortium autour des questions de la géohistoire, des choses comme ça. Donc il y a 7 consortiums, ça fait à peu près une centaine d'équipes de recherche qui travaillent. Donc c'est des chercheurs, c'est des ingénieurs, c'est des archivistes, c'est des documentalistes, c'est des bibliothécaires. Il y a des musées aussi en archéologie qui participent à ces consortiums, qui se mettent autour de la table pour faire des actions de formation, des guides, des choses comme ça. En termes de financement, ça représente à peu près la moitié du budget de l'infrastructure Humanum. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une double articulation. Les consortiums, c'est plutôt autour des objets et des disciplines. Et puis, on a une articulation avec les maisons des sciences de l'homme, parce qu'en fait, les consortiums, on les ancre, ils ont toujours un pied dans une maison des sciences de l'homme, qui assure comme ça la logistique du consortium, l'organisation, les réunions de travail, la préparation d'édition de guides, etc. Alors, d'ailleurs, à ce titre-là, via les consortiums et les maisons des sciences de l'homme, on est en train de créer ce qu'on appelle des points de présence dans les maisons des sciences de l'homme. Il y a à Nantes, à Toulouse, à Nice, à la MSH Paris-Nord, en Bretagne, à la MSH à Rennes, à Lyon, à l'ISH. Il y a des collègues qui sont des correspondants Humanum et qui connaissent les services, qui les co-gèrent avec nous et qui sont capables localement d'organiser des formations sur différents services. Et donc on commence à avoir des points de présence. Là, j'ai mis une capture d'écran de Humanum Loire, qui est à Nantes, avec l'équipe autour d'Amélie Renard et de Stéphane Lauré, qui s'occupent localement de recueillir le besoin des chercheurs, des programmes de recherche, ce qui évite les goulots d'étranglement côté équipe du noyau central. Alors, sur les services, maintenant, je vais balayer ça rapidement. Donc tous nos services, en fait, je remets la petite diapo là pour que vous voyez, autour du stockage, du traitement, de la diffusion et de l'archivage. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs services qui vont correspondre à des usages et des besoins différents derrière. Et ça, nous, on y tient beaucoup. Et aujourd'hui, on est au moment où on est capable de panacher un petit peu ces services-là entre eux pour les adapter au mieux aux besoins d'un programme de recherche. Alors, il y a un contexte autour de ces services-là, c'est ce qu'on appelle la curation des données, et vous allez comprendre en un schéma, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la recherche par projet induit des phases qui sont financées et des phases qui sont souvent moins financées. Et donc les chercheurs vont de programme ANR en programme ANR, de programme européen en programme européen. Et entre ces programmes-là, il y a des trous souvent de budget, et les collègues ne savent pas comment gérer ni leur site web, ni leurs données, etc. Et c'est là qu'Humanum, entre les phases de programmes financés, peut intervenir pour stocker de la donnée, la garder au chaud en attendant un nouveau projet, la remettre sur l'établi après pour pouvoir la retraiter, etc. On a ce rôle un petit peu de gérer les périodes de vache maigre comme ça entre deux programmes. Et ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, on a quelques années de retour sur ce mode de fonctionnement-là. On a des collègues qui ont fait un premier projet ANR pendant 3 ans, puis qui ont arrêté. Puis hop, ils ont raccroché un programme européen. Alors ils reviennent chercher leurs données, ils les rechargent, ils les retraitent différemment, etc. Donc il y a derrière Humanum, il y a cet aspect-là, enfin derrière nos services, il y a cet aspect-là d'expertise, de curation de la donnée et de pérenniser, pour pouvoir la réutiliser un jour quand on en a besoin. Alors en termes de stockage, on a 3 grands dispositifs qui cohabitent. Un dispositif on va dire ce qu'on appelle le stockage et pérennisation des données sans traitement, plutôt pour des données sur lesquelles on n'a pas besoin d'accéder tous les jours, qui ne sont pas des données courantes, qui sont un peu des données qu'on va mettre de côté pour un projet futur. C'est la Humanum Box. Je vais en dire un mot. Ensuite, un stockage plus outillé, dans lequel on va commencer à avoir des services de traitement qui vont venir dans le dispositif de stockage pour préparer du travail pour le programme de recherche. Et puis, un dispositif de stockage de données documentées pour la diffusion et l'interopérabilité, quand là, on va vouloir pousser des données dans Gallica, dans Europeana, dans Isidore, dans un site web, dans une plateforme diverses et variées qu'on va vouloir exploiter, diffuser. Alors, sur la Humanum Box,
Donc c'est ce qu'on appelle une tête de NAS. Alors pour l'instant, on les déploie, les Humanum Box, dans les maisons des sciences de l'homme. Donc il y en a 8 qui commencent à fonctionner. Donc en fait, c'est un dispositif qui est délocalisé, décentralisé et qui apparaît sur le bureau des chercheurs comme un disque dur partagé. Alors ça nécessite un peu un travail de préparation parce qu'il faut un point d'accroche local, il faut travailler avec les collègues des maisons des sciences de l'homme. Mais globalement, c'est très efficace parce que ça capte la donnée à l'endroit où sont les chercheurs. Et ça évite aux chercheurs, alors je voyais votre question de tout à l'heure m'y fait penser là à l'instant, on a des collègues qui sont dans des maisons des sciences de l'homme ou dans des labos où ils ont des problèmes de connectivité. C'est pas évident pour eux de se connecter avec des très très hauts débits, avec des accès très sécurisés sur des données, des choses comme ça. Mais la Humanum Box, ça pallie ce problème-là sur des très gros volumes de données. Il vaut mieux des fois amener le stockage là où sont les données plutôt que de prendre les données et les envoyer à un stockage au travers du cloud à l'autre bout de la France. L'expérience que l'on a aujourd'hui à Humanum, c'est qu'on a un dispositif qui permet aux collègues qui sont par exemple sur le terrain, à l'autre bout de la planète, de stocker qui ont des gros volumes de données parce qu'ils ont des drones, parce qu'ils ont des enquêtes avec des capteurs, des choses comme ça. On leur envoie des disques durs blindés, et puis ils chargent dans les disques durs, ils nous renvoient les disques durs et on charge quand ils sont à Humanum. Ce système-là de disques durs volants, rotation de disques durs, notre grande surprise, c'est qu'en France, ça marche aussi. Ça marche aussi et qu'on a des collègues qui n'ont pas forcément des très très hauts débits dans leur laboratoire. En tout cas, des débits qui sont suffisants pour déplacer 50 téraoctets d'un coup. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé ce dispositif de Humanum Box pour rapprocher le stockage de là où est la donnée, pour développer des services plus locaux que ceux centralisés d'un dispositif comme Humanum. Donc, si vous voulez, la Humanum Box, elle a cet avantage, c'est que les données sont sécurisées à l'intérieur, peuvent être cryptées à la limite, mais on a surtout une capacité d'extensibilité illimitée, parce qu'en fait, plus on va rajouter de Humanum Box, plus on va être capable de répartir et de ventiler la donnée à travers le réseau des Humanum Box. Alors, il y a déjà plein de... Là, j'en ai mis quelques-uns. Il y a pas mal d'organismes. Il y a l'École des hautes études, la Maison de la recherche à Toulouse, la MSH Bretagne, je l'ai dit, à Nantes aussi. À Lyon, il y en a 2. Ils ont 2 structures, donc ils en ont 2. En cours de déploiement sur l'Île-de-France, il y a la MSH Paris-Nord. Même chose, il va y en avoir une à la MSH de Tours prochainement, qui va rejoindre le réseau. Voilà, donc ça, c'est pour du stockage de proximité, du stockage sur des données qu'on n'accède pas, qu'on a envie qu'on n'accède pas tous les jours et qu'on a envie de mettre de côté pour un programme de recherche future, par exemple. En tout cas, on a envie de les sortir de son disque dur ou de son disque dur amovible qui est sur son bureau pour les mettre en sécurité quelque part. Alors, ShareDoc. Donc ça, c'est un dispositif de stockage et de partage de documents avec des outils de traitement orientés SHS à l'intérieur et avec un dispositif de sauvegarde sécurisé. Toutes les données que vous allez déposer, tous les fichiers que vous allez déposer dans ShareDoc sont répliqués sur d'autres sites de façon sécurisée, ce qui fait que même nous, on ne va pas perdre la donnée, quoi. Alors, donc ça se présente comme ça, c'est une sorte de Dropbox un peu améliorée, avec un avantage, c'est que vous n'êtes pas chez Dropbox, vous êtes à Humanum et qu'on est sur des serveurs du CNRS public. Donc pour des questions de confidentialité, par exemple, sur des collègues qui gèrent de la donnée non anonymisée, par exemple, c'est plus intéressant de le mettre à Humanum que de le mettre sur Dropbox où vous ne savez pas trop ce qui se passe avec vos données derrière, ou sur Drive. Là, c'est un stockage plus sécurisé, en tout cas sur des serveurs de la puissance publique. Donc ça permet de garantir une certaine confidentialité. Et donc ça, là, c'est la version, ça c'est l'écran accessible depuis le web. Donc il suffit de glisser ces documents dessus. Vous pouvez documenter, mettre quelques métadonnées pour décrire vos fichiers. Et surtout, vous avez des outils embarqués à l'intérieur et vous avez la possibilité de créer des communautés d'usage et des communautés d'utilisateurs à l'intérieur de ces espaces-là. Ce qui fait que vous allez pouvoir définir, sur la capture d'écran, vous voyez là, je peux sélectionner des utilisateurs qui sont dans mon groupe de travail pour partager tel ou tel jeu de données à l'intérieur. Donc vous pouvez créer votre communauté d'utilisateurs à l'intérieur de ShareDoc pour partager des données avec des collègues du même groupe de travail.
ou du même projet de recherche. Même chose, vous avez des outils embarqués, par exemple, vous avez des formats vidéo, des formats audio qui sont dans un format X, et vous avez envie de les transcoder dans un autre format, plutôt que les faire venir sur votre machine, le faire tourner en local, puis les remettre, on a embarqué des outils de traitement, de transcodage vidéo directement dans l'outil de stockage, ce qui fait que vous prenez votre fichier, vous le glissez sur le bon répertoire de traitement, et derrière, il va exécuter tous les traitements de conversion des fichiers, en mettant plusieurs licences et plusieurs types de serveurs en chaîne pour pouvoir calculer ça avec un délai très court. Et puis à la fin du traitement, il vous envoie un petit message, un petit mail, en vous disant « ça y est, le travail est fini, vous pouvez venir chercher les fichiers transcrits ou convertis dans votre espace ». Donc il y a tout un tas d'outils qu'on a branchés. Il y a des outils de conversion audio, vidéo, images fixes aussi. Et puis on a branché l'outil de reconnaissance de caractère, Abifine Rider, à l'intérieur de la plateforme. Ce qui fait que ça en fait un outil de pré-traitement de la donnée qui est assez intéressant. On a des collègues qui vont en bibliothèque, qui font des photos avec leur téléphone portable d'extraits de journaux, d'ouvrages, de choses comme ça. Ils ont envie d'en avoir une version Word. Ils mettent ça depuis leur téléphone dans ShareDoc. Ils font passer l'OCR dessus et ils récupèrent comme ça à la volée des fichiers OCRisés. C'est un exemple d'usage qui est très utilisé à Humanum. On a plus de 400 000 pages qui sont comme ça, qui passent à travers l'outil de reconnaissance de caractère, et avec des aspects un peu de contribution des communautés. Vous avez une bibliothèque dans Abifine Rider. Vous avez une bibliothèque de latin-grec, par exemple. C'est pas courant dans les outils de reconnaissance de caractère d'avoir des dictionnaires qui permettent de faire de la reconnaissance sur des textes en latin, par exemple. Voilà. Alors, il y a tout un tas d'outils derrière qui sont potentiellement accessibles à Humanum, des outils de cartographie, des outils de système d'information géographique, 3D, 2D, 4D, multiples serveurs de bases de données, des outils de traitement de statistiques, etc., etc. À ce stade-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en fait, là, c'est quelques captures d'écran des principaux outils, mais en fait, globalement, même si vous arrivez avec votre outil à vous, développé à vous, la plupart du temps, on l'héberge parce qu'on a complètement virtualisé notre infrastructure, et il est très très rare qu'on n'arrive pas à héberger un outil qui nous est proposé par une communauté. Nakala, maintenant, il faut que j'accélère un peu. Là, c'est un dispositif qui va vous permettre, donc, c'est l'étape d'après, de diffuser, d'exposer les données, de gérer des collections, d'ajouter des métadonnées structurées, d'avoir des outils permettant de citer les données dans des articles. Et puis ça, c'est le premier pas vers le web sémantique, parce qu'on va avoir des conversions automatiques en RDF qui vont vous permettre d'enchasser vos données dans le LinkedIn Open Data. Donc ça ressemble à ça. Il y a une interface graphique aussi, dans laquelle vous pouvez balayer, rechercher à l'intérieur de votre compte les documents que vous avez déposés et documentés. Alors, dans Nakala, il y a quelques grandes fonctionnalités qui sont très orientées sur justement ce qu'on appelle les FAIR principles, l'ouverture la science ouverte, l'ouverture des données. On va mettre à disposition des collègues des identifiants permettant la citation des données dans des articles. On a embarqué certains outils qui vont permettre de préparer l'archivage à long terme au CINES de certains corpus, comme tester les fichiers, est-ce qu'ils sont éligibles ou pas, est-ce que c'est du vrai PDF que je suis en train de déposer, est-ce que c'est pas du vrai PDF, est-ce que c'est du vrai JPEG, est-ce que c'est du vrai TIFF, etc. On va proposer des modèles de métadonnées structurées et puis tout un tas de gammes d'interopérabilité pour permettre à vos collections de données d'interagir avec des dispositifs extérieurs. Donc Nakala, c'est une des briques des services d'Humanum qui est la brique charnière entre, pour le programme de recherche, entre le dispositif interne, on va dire la paillasse, entre guillemets, l'établi, l'atelier du programme de recherche, et puis le monde extérieur. Souvent, ça passe par Nakala. Et c'est pour ça, pour nous, très important d'être présent dans des plateformes comme RI3 Data, qui est un annuaire, en fait, de services de stockage de données, annuaire international. Et pour nous, c'est très important de participer à ce genre de dispositif-là, parce que ça fait à la fois connaître Nakala, et aujourd'hui, dans les programmes de recherche
H2020 par exemple, on va vous demander de préparer ce qu'on appelle un plan de gestion de données. Et pour préparer un plan de gestion de données, c'est un document très administratif pour le moment, mais vous devez, pour avoir les financements européens, désigner les endroits où vous allez déposer vos données. C'est pour ça qu'il faut être présent dans ces portails-là, parce que ce sont ces portails-là qui vont au niveau international dire vous êtes en sciences humaines et sociales, tiens, dans le monde en sciences humaines et sociales, en archéologie par exemple, il y a Nacala, il y a tel autre dispositif à votre disposition pour stocker les données. Donc Nacala, c'est le service un peu charnière entre l'atelier du programme de recherche, ce qu'on ne montre pas, et le monde extérieur. Et quand on veut montrer vers le monde extérieur, qu'on veut réaliser des bibliothèques numériques, mais qu'on n'a pas d'équipe d'informaticiens ou de développeurs à son service, ou les moyens financiers d'avoir un prestataire, on peut utiliser Nakalona, qui est en fait un dispositif qu'on a créé autour de l'outil Omeka. Et on a équipé l'outil Omeka avec des modules qui lui permettent de dialoguer nativement avec, évidemment, Nacala. Donc là, ça permet de faire quoi? Vous allez utiliser Nacala pour déposer et documenter vos fichiers. Ça a l'avantage de séparer le stockage, la documentation, les métadonnées de la façon dont vous allez les exploiter. Et vous allez pouvoir créer autant de sites web que vous avez envie de créer au-dessus en exploitant les données qui seront bien documentées dans Nacala. Le service Nakalona, en fait, c'est quoi? C'est on vous met à disposition un Omeka, on vous met à disposition, on le connecte à un compte, à un espace Nacala, et Humanum le maintient, le met à jour les modules, etc. à l'intérieur, ce qui fait que vous pouvez vous consacrer entièrement à l'édition d'une bibliothèque numérique ou d'un corpus en ligne avec cet outil-là, sans vous préoccuper d'avoir un informaticien pour faire les mises à jour, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a une centaine d'utilisateurs de ce service-là, de Nakalona. Donc c'est un service qu'on a mis du temps à le démarrer, qui commence à avoir sa vitesse de croisière aujourd'hui. Et on est assez preneur de retour des communautés scientifiques qui ont là aussi des besoins. Faites-nous des retours sur cet outil-là, parce que ça vient nourrir en fait le dispositif. Et là, on vient de faire une mise à jour de l'ensemble il y a quelques semaines, et les utilisateurs de Nakalona nous ont fait beaucoup de retours et ont alimenté la discussion. Il y a plein de choses qu'on a mis dans la mise à jour que nous, on n'y aurait pas pensé, tout simplement. Et puis les gens nous ont dit « Ah, mais moi, je veux utiliser ça parce que je fais de la histoire, et voilà, etc. » Donc, il y a une liste de diffusion, il y a 250 abonnés à la liste de diffusion, et ça discute autour de Omeka, de ce dispositif-là. Donc il y a des collègues, là je le dis rapidement, il y a des collègues qui utilisent tous les services d'Humanum. Ils vont avoir un Nakalona pour faire leur bibliothèque numérique, ils vont avoir Nacala pour gérer leurs métadonnées finement, et puis ensuite ils vont mettre ça dans les différents moteurs de recherche, dans la plateforme Isidore dont je vais dire rapidement. Donc voilà, il y a plein de gens qui utilisent pour des corpus très divers, en histoire, en géographie, en ethno, en anthropo, en sociologie, même en droit, la plateforme Nakalona pour fabriquer des sites web à la volée au-dessus de leur corpus Nacala. Alors, une fois qu'on a bien documenté ces données dans Nacala, qu'on en a fait un site web ou plusieurs, on a très envie de faire en sorte que les documents que l'on met à disposition des communautés scientifiques en fait, soient connus d'environnements de recherche. Et c'est l'objet de notre plateforme Isidore, qui est un moteur de recherche, un accès unifié, et un dispositif de construction d'applications autour des données en SHS. Alors, je vais en dire un rapide mot. Aujourd'hui, dans la plateforme Isidore, vous avez un peu plus de 5 millions de documents ou de données, de jeux de données qui sont signalés et qui sont reliés toutes entre elles avec des référentiels scientifiques. Je vais y revenir dans un instant. Un peu plus de 4000 sources, 4000 bases de données qui sont collectées. Donc à l'intérieur, vous allez avoir à la fois des publications scientifiques, mais aussi des corpus de données. Et il nous semble intéressant, quand on a créé ce service-là, il nous semble intéressant d'offrir aux chercheurs un accès unifié à la fois à des publications, à des biblios, à des données de la recherche, à des corpus, à des bibliothèques numériques, etc. Parce que quand on fait de la recherche, en fait, et qu'on démarre une question,
on a très envie très vite de savoir ce qui se passe dans le secteur. Et donc c'est important en quelques clics, en quelques requêtes, d'avoir accès à la fois à la publication, à la fois aux données, à la fois aux biblios qui ont été faites sur le sujet, y compris aux colloques, aux événements, etc. Oui, il y a un petit peu de lettres, mais les lettres sont un tout petit peu timides. Alors, la plateforme Isidore, elle collecte, elle enrichit, elle classe, elle catégorise de l'information et elle donne accès à cette information-là. Alors, c'est le service le plus international de notre infrastructure. Dans la mesure où il y a énormément de producteurs de données en sciences humaines et sociales qui contribuent à la plateforme, qui mettent à disposition leurs données. Donc vous avez à la fois Gallica, à la fois la Bibliothèque nationale espagnole, des universités internationales, etc., qui, avec leur corpus, soit de publication, soit de données, viennent contribuer et viennent placer en fait leurs données dans ce moteur de recherche-là. Donc, en termes de collecte, comme je le disais, plus de 4000 sources disponibles. Tous les mois, on en rajoute. Donc, ça grandit un petit peu tout le temps. Et toutes ces données collectées, en fait, on va les enrichir, c'est-à-dire qu'on va les relier entre elles en utilisant des référentiels scientifiques. Et ça, c'est le cœur de notre activité. C'est ainsi, on va décloisonner des bases de données, on va relier des bases de données qui, a priori, sont des bases de données qui n'ont pas été conçues ni dans les mêmes organismes, ni avec les mêmes finalités, ni même au même moment. Donc ça peut être intéressant sur une question, vous vous intéressez à telle ou telle question en histoire, en archéologie, d'avoir comme ça, dans une réponse de moteur de recherche, à la fois des documents très récents, mais aussi des documents très anciens, des bibliographies qui ont été faites il y a 20, 30, 40 ans, 50 ans, qui remontent et qui sont reliées sémantiquement avec la recherche que vous avez faite. Donc, dans la plateforme Isidore, vous avez des données qui rentrent. On va enrichir ces données avec ces référentiels-là, enfin quelques-uns de ces référentiels-là. Donc, à la fois des référentiels très généralistes venant des grandes bibliothèques internationales, mais aussi des référentiels très métiers en archéologie, en histoire, comme le Frantic, ou sur les aspects européens, comme Guémet, ou sur les aspects en ethno-anthropologie, comme géoethno, etc. On va peupler en fait le dispositif à la fois de référentiels très généralistes et des référentiels très métiers, très scientifiques, qui vont venir enrichir les données. Et on va faire ça en 3 langues. En anglais, en français et en espagnol. C'est-à-dire qu'on va produire des enrichissements sur un document en français par le jeu des liaisons du web sémantique. On va aller chercher les concepts dans d'autres langues pour venir rapatrier ces concepts-là sur le document. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça donne, quand on en fait un site web, comme le portail rechercheisidore.fr, en fait, ça en fait un outil de valorisation et de mise en lumière de la production française, mais avec des concepts en langue étrangère. Là, vous avez une ressource qui est un article déposé dans HAL. Donc, c'est un article en français. Et vous avez sur le côté des enrichissements sémantiques qui sont faits par le moteur. Mais comme les enrichissements sémantiques sont reliés entre eux et qui sont en plusieurs langues, on a comme ça la possibilité de donner à lire en termes de classification, de discipline et d'enrichissement, des informations qui permettront à un non-francophone de dire « Tiens, ce document-là, ok, il est en français, je ne lis pas le français. » Mais il y a des petits mots-clés qui me disent « Tiens, ça vaudrait peut-être le coup que je le fasse traduire dans un service de traduction. » Donc en fait, ce qu'on a essayé de faire avec cette fonctionnalité-là, trilingue, c'est de proposer un outil de valorisation de la production francophone, mais en langue étrangère, avec des concepts en langue étrangère. Alors ça ne remplace pas la traduction, évidemment, mais ça permet de donner un petit peu un coup de mise en lumière sur la production francophone. Et inversement, ça marche dans l'autre sens, évidemment. Si on a un document en anglais, on va avoir des concepts en français et en espagnol, et un document en espagnol, etc. Donc c'est un outil comme ça qui tourne suivant les différentes langues. Alors, je termine par là. Donc il y a plusieurs façons d'accéder à la plateforme Isidore, qui peut être le point d'entrée d'ailleurs
de pas mal d'entre vous sur l'infrastructure Humanum. Donc il y a des aspects pour les humains, donc des sites web, un site web optimisé pour les supports mobiles, des outils comme Isidore Suggestion, je vais en dire un mot. Puis il y a des accès pour les machines, pour développer avec Isidore, pour récupérer les données d'Isidore, les données enrichies en particulier, et en faire des choses pour ces programmes de recherche. Alors, je mets en lumière 2-3 trucs. Le Isidore Suggestion, c'est un petit outil qui a été développé pour WordPress, qui est disponible dans hypothèse.org d'ailleurs pour ceux d'entre vous qui ont des carnets de recherche, et qui vous permet en fait, en balisant un texte d'un billet, d'avoir des suggestions de lecture qui arrivent de la plateforme Isidore. Ça permet de fidéliser vos publics. Vous pouvez comme ça aller chercher de la biblio et de la remonter directement en taguant juste des mots à l'intérieur ou des concepts à l'intérieur de votre publication. Donc là, sur le côté, là, vous avez les suggestions d'Isidore. Et vous n'avez qu'à cliquer dessus pour aller lire. Ensuite, on a créé un outil qui s'appelle Imoco, qui est un petit outil très simple. À partir du moment où vous avez déposé, documenté vos données dans Macala, vous pouvez les faire indexer par Isidore. Et puis ensuite, souvent, vous avez envie d'élargir en fait votre corpus si vous avez un site web, par exemple, thématique de votre programme de recherche, et vous avez envie de vous fabriquer un petit moteur de recherche sur une thématique ou sur une discipline ou sur un ensemble de mots-clés, par exemple. Je ne sais pas, vous vous intéressez en histoire de l'art, c'est facile. Vous vous intéressez à telle ou telle partie en histoire tel sujet en histoire de l'art, et vous avez envie de vous créer un moteur de recherche. Imoco est là pour ça, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait en quelques clics définir le périmètre de votre moteur de recherche. Je veux que des données en histoire de l'art sur tel sujet publié au XXe siècle. D'accord ? Je définis mon périmètre. Et automatiquement, donc vous allez cliquer, vous allez choisir ce périmètre-là, le définir, et puis vous avez un petit bout de code qui va vous être proposé. Vous prenez ça, vous le mettez dans votre site web, et ça vous fait un petit moteur de recherche sur le périmètre que vous avez défini à partir des données qui sont dans la plateforme Isidore. Alors c'est assez courant, c'est un dispositif qui existe dans tous les moteurs de recherche, mais c'est assez intéressant de pouvoir le proposer à des communautés de recherche sur des périmètres que les gens vont se construire au fur et à mesure qu'ils vont mettre des données soit dans leurs outils comme Nakala, soit directement dans la plateforme Isidore. Alors il y a quelques nouveautés autour d'Isidore. On fait une grosse refonte cette année, on est en train de revoir complètement l'architecture à la fois du moteur de recherche sur les enrichissements, mais aussi sur les interfaces. On a fait un gros travail avec les communautés d'utilisateurs d'Humanum. En fait, on a fait des panels d'utilisateurs, on est allé chercher des chercheurs pour leur dire comment vous utilisez nos services, comment vous utilisez Isidore, et on les a fait travailler, ils ont planché avec nous pendant 3 jours. C'était épuisant pour eux, mais ça nous a fait des retours utilisateurs très importants. Et puis, grosse nouveauté de l'année, c'est Isidore à la demande. Alors ça, on va plus loin que Imoco, c'est-à-dire qu'on met à disposition en fait, les outils d'enrichissement d'Isidore sous la forme d'un site web, dans lequel là, vous allez pouvoir aller chercher, composer en fait, vos outils d'enrichissement à partir des briques qui sont dans la plateforme Isidore. Et puis, ça, c'est plutôt le côté cuisine, on va dire, le côté travail interne. Et puis, pour le côté utilisateur, on développe depuis 1 an un programme qui s'appelle Isidore Tactile. Il s'appellera peut-être au final EasyTable, on ne sait pas encore, qui propose Isidore sous la forme d'une table tactile de grande dimension, là qui permet 2 types d'usages. D'abord pour les bibliothèques universitaires, ça permet en fait de mettre autour de la table sur des sujets divers et variés, soit d'actualité, soit des correspondant à des programmes dans les UFR, de proposer aux étudiants de se mettre autour de la table tactile, de faire des groupes de travail pour travailler en commun, à faire de la recherche documentaire, à critiquer les sources, à critiquer les données, en travaillant collectivement autour d'une table. Ça, c'est pour le côté bibliothèque universitaire, le public doctorant, étudiant. Et puis pour les chercheurs, ça peut être intéressant parce que ça permet d'avoir accès aux ressources Isidore avec des outils de visualisation de grand format et de pouvoir comparer, critiquer là aussi
des sources et avoir un véritable outil de travail collaboratif pour pouvoir discuter en fait autour des objets numériques et échanger entre des personnes qui ne sont pas forcément d'accord sur évidemment les données qu'elles vont visualiser, de pouvoir prendre des notes. Ce qu'on a essayé de faire avec Isidore Tactile, c'est de pouvoir brancher la table à tous les outils qu'utilisent les chercheurs. Ça va de Zotero en passant à Google Doc, par exemple. Vous pouvez ouvrir une fenêtre Google Doc, prendre des notes, par exemple, dans ça, ou bien prendre une ressource et la glisser dans un petit espace sur le côté. Et ça vous rajoutera la ressource dans votre compte Zotero, par exemple. Donc c'est Isidore Tactile, au-delà de l'aspect purement tactile, ce qui nous intéresse, je reviens un peu au boucle au début, c'est que ça change les pratiques et que c'est intéressant de pouvoir se mettre à plusieurs autour des sources numériques pour pouvoir les critiquer. Et pas uniquement de s'envoyer des mails de chercheur à chercheur en disant « au fait, tu as vu ça », etc. Là, on crée un espace de discussion physique autour des ressources. Alors Isidore Tactile est en cours de finalisation, on est en fin de projet. On a un prototype qui fonctionne, qui est installé à la bibliothèque de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme à Paris. Et très rapidement, il y aura 2 tables tactiles, enfin Isidore Tactile, qui sont déployées dans les semaines qui viennent à Orléans, la bibliothèque universitaire d'Orléans, et puis une à la bibliothèque universitaire des lettres de Nice, enfin de l'université de Nice à Nice. Voilà, je termine. Alors, les services d'Humanum sont gratuits pour les communautés de recherche, mais vous l'avez compris, ils coûtent un peu. Donc c'est une sorte de bien public, les services d'Humanum. Et ils sont ouverts à toutes les SHS, que vous soyez dans un laboratoire, dans une équipe d'accueil universitaire, enseignant à l'université, dans des organismes de recherche, ou dans des organismes du ministère de la Culture, par exemple. Il y a certains collègues qui sont à cheval entre cette séparation un peu bizarre entre culture et recherche en France. Et j'insiste sur ce point-là, on est, nous, très peu regardants sur l'origine en fait, des gens. On ne leur dit pas vous êtes dans un labo CNRS ou pas. Non, non, pas du tout. En fait, les services sont ouverts à tous les chercheurs et les doctorants, de plus en plus, qui sont dans le domaine des sciences humaines et sociales, y compris des lettres. Voilà, je termine, j'ai mis un peu plus de temps que prévu, avec tous les liens nécessaires. Et donc, pour madame, c'est CoGrid à qui il faut écrire pour faire votre demande de service. Voilà, je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup. S'il y a des questions dans la salle. Je suis arrivée un petit peu plus en retard, je m'excuse, mais je voulais savoir si les projets en histoire de l'art étaient importants. Alors, je m'attendais un peu à la question. J'ai regardé un peu avant de venir dans tout ce qu'on héberge en termes de projet. L'unité de mesure à Humanum, c'est le projet. Qu'il stocke des données ou qu'il fasse un site web, c'est un projet. On héberge à peu près 550 à 600 projets. L'histoire de l'art, j'ai fait un rapide calcul tout à l'heure sur en tout cas en regardant la base de données des sites web hébergés, ce qui représente à peu près 400-450 sites sur les 550. L'histoire de l'art, c'est une quarantaine de projets. Alors il y en a, certains sont d'ici, une visu en particulier. Voilà, ça vous donne un peu l'histoire de l'art avec la littérature et la philosophie sont peut-être les disciplines qui sont les moins représentées, même si, bon, il y en a 40 quand même, hein, donc c'est pas si mal. C'est pas si mal que ça. Tout d'abord, un grand merci pour la clarté de votre exposé. C'est extrêmement clair, mais j'ai quand même besoin d'une précision à propos des consortiums. Je ne suis pas certain d'avoir bien capté l'architecture organisationnelle. J'ai cru comprendre que c'était des satellites
du Manum. Vous avez souligné le fait que 50 à 55% du budget du Manum était dédié à ces consortiums, mais c'est justement le point que je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que vous leur financez? Alors, Enfin, c'est une des questions. Alors, oui, je ne l'ai pas détaillé du tout, mais le dispositif des consortiums, en fait, il est très simple. Les consortiums, c'est des communautés qui se regroupent autour et qui définissent ensemble un programme de travail, habituellement sur une durée de 4 ans. C'est un quadriennal. Et donc, ce programme de travail, en fait, Humanum va en financer tous les aspects de travail en commun, c'est-à-dire quand il faut se déplacer, quand il faut faire des réunions de travail, quand il faut documenter des corpus, quand il faut éditer des guides de bonne pratique, quand il faut fabriquer une norme. On a des collègues qui sont en train de fabriquer une norme pour l'archivage des données 3D au niveau international. Donc ils participent à des travaux internationaux avec plein de gens. Donc il y a à financer des missions, des travaux comme ça. Ça, c'est Humanum qui le prend en charge. Ils ont sur la base de leur programme. C'est-à-dire leur programme, il est défini, il est présenté à notre conseil scientifique qui fait des recommandations. Et ensuite, fort du programme et des recommandations de notre conseil scientifique, le comité de pilotage, l'instance exécutive du Manum, décide d'une enveloppe annuelle pour le consortium pendant. Et puis cette enveloppe, si le consortium travaille bien, ils ont un peu plus d'argent chaque année. S'il travaille mal, on arrête. Et ça fonctionne comme ça. Donc c'est des communautés qui sont mobiles. Hein. C'est un dispositif qui n'a pas vocation à être figé. C'est un dispositif qui dure 4 ans et qui, au bout de 4 ans, soit s'arrêtent parce qu'ils ont produit ce qu'ils avaient défini dans le programme, tout simplement, ils ont terminé le boulot, soit ils continuent, mais alors dans ces cas-là, il y a un autre, on les accompagne un peu différemment. Quand le consortium veut continuer ses travaux, on les ancre beaucoup plus dans les maisons des sciences de l'homme, et on est en train de travailler là, avec certains sur ces questions-là. On va sans doute créer des groupements d'intérêt scientifiques autour de pour reprendre en fait l'activité de ces consortiums-là. Parce que ça correspond bien, les GIS correspondent bien à la structure un peu en réseau des consortiums. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait des satellites, c'est-à-dire c'est des communautés qui travaillent dans Humanum avec nous, qu'on réunit 2 fois par an. Là, on va les réunir à la fin du mois de février, puis on va les réunir en juin. On les a réunis l'année dernière lors de nos rencontres Humanum. Et c'est des communautés qui travaillent dans l'infrastructure. En fait. Vous citez un consortium qui a déjà lutté vers le GIS. Vers le GIS. Alors, Et dans quel MSH il n'y en a pas encore qui ont pris le statut de GIS, mais les collègues à Tours, là, du consortium Cahiers, sont en train vraiment de réfléchir à ça, parce qu'ils sont à la fin de leur cycle. Et donc, ils sont en train de basculer de réfléchir à comment basculer là-dessus. Le consortium MASA, peut-être que vous le connaissez, sur le mémoire de l'archéologie, est en train aussi, ils sont à la fin de leur cycle, et ils sont en train de réfléchir à s'ancrer en termes de groupement d'intérêt scientifique. Derrière, même si eux, ils sont repartis sur des programmes européens. Voilà. L'enveloppe financière, il faut bien voir l'enveloppe financière du Manum, c'est une enveloppe d'impulsion pour pouvoir travailler en commun. Voilà. Et souvent, il y a des financements qui sont... Les consortiums, ils agrègent des financements qui viennent de différents horizons. Je pense au consortium MASA, en fait, ils ont des financements européens pour les aspects de corpus, en fait, et le consortium a un rôle, enfin, le financement du Manum, c'est le rôle de coordination, en fait. Hein, donc c'est comme ça que ça fonctionne, en gros. Et vous-même, vous recevez des financements ? Nous ? Nous, on reçoit des financements dans le cadre des programmes européens sur lesquels on propose des choses. Parthenos et AS, que vous avez vu dans la diapo tout à l'heure. Où là, en fait, comme tout projet européen, en fait, les partenaires du projet reçoivent un bout de l'enveloppe du programme européen. La particularité des infrastructures de recherche, telles qu'elles se définissent aujourd'hui en France, il faut bien voir que c'est des dispositifs qui sont assez complexes à monter au démarrage,
Mais une fois qu'on a atteint un certain niveau de maturité dans l'infrastructure, on gagne vraiment en crédibilité derrière, y compris dans les tutelles. Hein, j'insiste là-dessus. C'est que les SHS ont mis du temps à démarrer, mais je peux vous dire que maintenant, on est bien installé dans le dispositif d'infrastructure nationale. Et ça, c'est très très important. C'est le travail, comment dire, c'est pas tellement le travail de l'équipe Humanum, c'est le travail des communautés dans les usages qu'elles font des services d'Humanum. C'est ça qui compte en fait, hein, dans les évaluations, dans les choses comme ça. Et ça, aujourd'hui, on a atteint un palier d'une certaine crédibilité, ce qui fait que quand il y a des appels à projets européens qui se définissent, on nous contacte, on nous dit tiens, Humanum, vos communautés là, est-ce qu'elles ne seraient pas intéressées par voilà, je vous donne un exemple, Parthénos, il y a sans doute un Parthénos 2 qui est en préparation pour le domaine des sciences du patrimoine et de l'archéologie, histoire de l'art aussi. Dans Parthénos 2, il est fort probable que 2 de nos consortiums soient embarqués à l'intérieur et obtiennent des financements dans le cadre de ce Parthénos 2. Donc, dans ce cas-là, Humanum, on peut presque le voir comme un sas de passage, hein, entre un dispositif national et puis les dispositifs européens. Ouais, on peut aussi le voir comme ça. Comment vous expliquez qu'il y ait si peu de projets en histoire de l'art ? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Je connais. Alors, je suis historien et archéologue de formation, moi. Ce que j'en vois, c'est qu'il y a des communautés. Alors, je ne cible pas l'histoire de l'art en particulier, mais il y a des communautés qui, soit ont démarré il y a très très longtemps l'informatisation de leurs données. Alors, c'est le cas de l'archéologie, c'est un peu le cas de l'histoire. Alors, et puis il y a des communautés qui mettent du temps à démarrer. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'y arrivent pas, hein, c'est pas ça. Mais par exemple, il y a des communautés qui ont besoin de modifier leur modèle économique, souvent, de fonctionnement, pour aller vers les infrastructures numériques. Je pense au droit, par exemple. Fabriquer une base de données en droit, enfin sur les sciences juridiques, c'est souvent en lien avec des éditeurs qui rémunèrent les laboratoires et les chercheurs pour faire le boulot. Donc ouvrir les données, ça n'a de sens pour eux que dans le cadre d'un contrat d'édition. Donc, quand ils arrivent à Humanum, ils sont un peu désappointés parce que nous, on va être sur des principes d'ouverture de la donnée alors que ce n'est pas leur modèle, c'est pas le modèle économique principal de la discipline. Donc il y a des communautés qui ont besoin de réinterroger leur mode de fonctionnement, j'ai envie de dire un peu interne, pour aller vers ce genre de dispositif-là. Mais bon, je ne considère pas que 40 projets sur les... C'est faible, chez nous c'est pas mal. Oui. Vous venez de parler d'ouverture de données. Est-ce qu'il y a des conditions de licence Est-ce que lorsqu'on met les données chez Humanum, on est censé les mettre sous une licence ouverte type Creative Commons ou autre ? Alors, c'est pas une condition. C'est un encouragement. Voilà. Notre position, elle est simple. C'est on encourage les gens à ouvrir leurs données parce qu'on a plein d'exemples dans lesquels les gens qui ont mis à disposition leur corpus de données, en fait, ont suscité beaucoup plus de collaboration à l'échelle internationale. Et donc, vraiment, on fait avancer complètement leur discipline, leur programme de recherche, etc. Donc, il y a voilà. Et puis, en sciences humaines et sociales, on n'est pas forcément sur des objets à très très haute valeur ajoutée. Donc, alors vous allez me dire, en histoire de l'art, c'est peut-être pas ça, mais ou en droit justement, mais on a plein d'exemples où le fait d'ouvrir les données a encouragé la diffusion des connaissances, à initier des collaborations internationales, etc. Donc, c'est un encouragement. Mais ce n'est pas une obligation parce qu'on sait très très bien que la plupart des disciplines en SHS, elles ont un cycle de vie de production en fait. Des publications et qu'on ne peut pas du jour au lendemain modifier complètement une discipline en disant bon voilà, maintenant si vous voulez profiter des espaces de stockage illimités, il faut absolument ouvrir. Non,
Je pense que si on était dans cette disposition-là, on aurait plein de gens qui nous diraient ah oui, c'est bien sympa votre truc, mais moi je ne vais pas changer, je ne vais pas bouleverser mon écosystème pour ça, quoi. C'est un encouragement. C'est-à-dire que c'est un encouragement aussi dans le sens où si un jour vous placez vos données à Humanum, vous ne les ouvrez pas. Très bien, c'est votre décision. Mais le jour où vous avez envie de les ouvrir, tout est fait pour que ce soit possible. Et que ça ne vous coûte pas d'effort. Voilà. C'est aussi un encouragement dans ce sens-là. De fait, il y a très peu de gens qui ferment leurs données à Humanum. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste peut-être pour rebondir par rapport à la correspondance que tu as fait avec le modèle pour le monde du droit. En histoire de l'art, on a quand même une problématique liée aux images. Hein, ça fait un peu une redite de dire ça, mais voilà, on le vit au quotidien. L'image HD de la documentation de la recherche sur des musées, sur des collections de musées. C'est un problème. Nous diffusons que des images en 700 pixels parce que, pour ne pas la nommer la RMN, peut-être qu'on va couper à la fin, ne permet pas d'utiliser les images HD. Donc derrière, c'est-à-dire qu'il faut reprendre des numérisations, revoir des contrats pour pouvoir avoir une cession de droit. Donc je rejoins tout à fait cet apport où il faut du temps peut-être pour cette discipline. Et c'est vrai qu'on a cette complexité de l'image en histoire de l'art. Et je ne parle pas encore des artistes encore vivants, et je ne parle pas du droit de panorama, qui sont possiblement des freins à la mise à disposition de contenu numérique, parce qu'on sait bien qu'une base de données sans image est toujours un peu moins sexy qu'avec image, d'autant plus que l'histoire de l'art quand même se concentre sur l'image. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Et je me permets une dernière question concernant un outil qui vient d'outre-Manche, qui est une application, on va dire, native, Tropi. Je suppose que Humanum regarde ça d'un œil. Il y a pour l'instant, sauf erreur de ma part, pas la possibilité d'installer sur serveur d'un point de vue collaboratif, qui est peut-être le manque de Tropi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de mixte entre on va dire un e-photo avec des tags pour gérer des documents d'archives, des photos d'archives. En fait, c'est pour les chercheurs, c'est pour gérer leurs photos de prise de numérisation en archives ou en bibliothèque, permettant avec des systèmes de tags, des choses assez bien faites, parce que derrière on peut avoir des styles, des templates de métadonnées. Donc ça respecte quand même beaucoup de choses. Qui a été logiciel qui a été fait par ceux qui ont fait Omeka, qui ont fait Zotero, donc on peut leur faire confiance. Et donc voilà, je me demandais comment vous regardez ça. Est-ce que l'idée de le mettre en mode, de reprendre cette idée-là, de le mettre en mode serveur, pour que ça fasse du développement finalement sur un outil qui vient pas de chez vous, et voilà, j'exprime assez mal, c'est la fin de la journée, mais un peu l'idée de est-ce que Humanum regarde Tropi? Oui. Alors pas dans le sens forcément collaboratif, au sens d'un Tropi serveur qui fonctionnerait à distance au travers d'un navigateur web pour plusieurs personnes. Parce que d'abord, c'est un outil qui n'est pas fait par nous, donc même si on connaît bien l'équipe du Center for History and New Media, pour avoir un peu travaillé avec eux sur Omeka, mais ils ont une feuille de route, Shuntakes, une feuille de route très précise pour cet outil-là. Non, on le regarde en tant que client Nakala, c'est-à-dire que c'est un outil qui fonctionne d'abord sur sa machine et dont la cible est justement le travail individuel, c'est-à-dire le travail individuel en bibliothèque ou sur le terrain quand on n'a pas forcément un téléphone 4G et une bonne connexion Wi-Fi, j'ai envie de dire. C'est ça la cible. Pardon. C'est ça la cible de l'outil. Mais par contre, nous, ce qui nous intéresse dans cet outil-là, c'est le fait que quelqu'un qui développerait des corpus sur sa machine avec l'outil puisse les synchroniser avec un espace Nakala, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des choses pas très très compliquées qu'on commence un peu à regarder, qui
qui serait pas délirante à faire si, encore une fois, des communautés s'en emparent et en font la demande et portent avec nous le dispositif. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'on accroche toujours les développements de services à Humanum sur des enjeux d'usage dans les communautés. Voilà. On ne va pas développer un outil parce qu'il est sympa. On va développer un outil parce qu'il y a des gens qui nous disent moi j'en ai besoin. Voilà. C'est ça qui va nous guider. Donc on le regarde, mais pour le moment en tant que client de Nakada. Ce qui serait déjà pas mal. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et sur cet outil, moi j'ai une question aussi par rapport à la richesse de tout ce qui est proposé par l'infrastructure Humanum. À partir de quand est-ce qu'on peut en bénéficier de la grille de service? Est-ce qu'on peut demander à bénéficier si on est étudiant, doctorant? Doctorant. À partir du doctorat, c'est le bon moment. Avant, c'est un peu compliqué. Parce que les masters sont plus en mode travail soit en groupe où ils font des preuves de concept. C'est pas complètement de la recherche non plus. Mais à partir du doctorat, oui. Et même nous, on commence à cibler les écoles doctorales pour commencer à former les futurs chercheurs directement au départ, quoi. Voilà. Parce que quand on a un peu goûté à Sherdock pendant la thèse, par exemple, on continuera avec Sherdock après, quoi. Oui, je pensais à cet outil-là et notamment au fait qu'il permet d'ossériser. Donc lorsqu'on est en bibliothèque et qu'on photographie et si on peut verser directement dans Sherdock avec l'ossérisation à la fin, ça c'est assez extraordinaire. Je ne l'ai pas montré, mais il y a plein de formats de sortie de l'OCR. Vous pouvez le récupérer en Word, en texte, enfin, il y a plein. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On finit là. Merci beaucoup Stéphane d'être venu nous présenter Humanum. Merci. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins.